Une petite citation en supplément, citation bonus si j'arrive à la retrouver, peut-être, qui a pas mal résonné. Je suis tombée dessus après avoir écrit le conte. Vous l'aurez compris, c'est un conte, enfin peut-être pas, mais c'est un conte qui est inspiré de la mobilisation de Jusan. Et cette citation, c'est une citation d'Hannah Arendt qui dit « Le pouvoir de commencer avant de devenir un événement historique est la plus haute capacité de l'homme. Il est identique à la liberté de l'homme. Ce commencement est garanti par la naissance. Il est le fait de chaque homme. Alors commençons à agir. » Merci beaucoup Lali pour ce conte magnifique, c'était vraiment très inspirant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurie Deboeuf, je suis la rédactrice en chef du média indépendant spécialisé dans l'écologie, La Relève et la Peste. C'est moi qui aurai l'honneur d'animer cette table ronde aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais passer la parole à Isabelle pour qu'elle vous présente l'organisme Humans by Nature qui est derrière l'événement d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc Human by Nature, c'est une association qui a à peu près 4 ans, qui regroupe en fait à peu près 80 personnes. Donc un tiers qui sont des porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui ont un projet à impact environnemental ou sociétal, donc en lien avec le mieux vivre ensemble et le mieux vivre avec la nature. Et donc 2 tiers de personnes qu'on appelle des bénévoles de compétences ou porteurs de compétences, qui sont des individus comme vous, comme moi, qui en fait s'intéressent aux enjeux environnementaux et sociétaux et qui ont envie d'apporter leur contribution à des projets, donc qui apportent leurs compétences en termes compétences métiers. Des fois on a des compétences métiers, mais ça peut être aussi des prêts de matériel, du prêt de temps, c'est-à-dire qu'on organise des bootcamps pour aider les porteurs de projets à aller plus vite dans leurs projets, à gagner du temps. Donc voilà, donc cette association, on fait aussi depuis le début de l'année, tous les mois, cet événement-là, alors pas le grand événement d'aujourd'hui, mais une table ronde comme en ce moment, qu'on appelle les 17. Pourquoi les 17? C'est en lien avec les 17 ODD, donc les objectifs de développement durable, qui sont en fait des objectifs qui ont été définis par l'ONU pour faire en sorte d'avoir une société qui soit plus respectueuse des hommes et de la nature. Du coup, tous les mois, on met en valeur un des objectifs de développement durable et on essaye de le lier au territoire. Donc on a fait des ODD, des 17 sur la mobilité, sur le tourisme, là sur la forêt, sur l'eau. Enfin voilà, il y a plein de thématiques qui sont abordées et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est chaque 17 du mois. Donc pour les gens qui nous ont donné leur email à l'entrée, vous recevrez la newsletter qui vous informera justement du prochain événement, où est-ce qu'il y a lieu, sur quelle thématique il sera. Et donc sur ces événements-là, on a des intervenants qui vont nous parler de la thématique du jour. Et donc je laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle. On va commencer directement peut-être par ton quiz aussi, avant toute chose. Bien sûr, il n'y a pas de souci, je te laisse te mettre en place. La thématique de la table ronde, c'est en quoi les forêts nous font du bien. Je vais commencer, du coup, je vais en profiter Isabelle que tu te mettes en place pour qu'on présente les 4 intervenants et intervenantes qui m'accompagnent. Marie, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? J'adore les micros. Marie Meunier, je représente le collectif Permaps. On est une association qui protège le vivant, promotion de santé. Donc on verra comment on définit la santé, qui n'est pas juste l'absence de maladie. Je passe le micro à mon voisin. Qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour, Marc. J'ai créé Arbizana, qui est une société en fait qui est spécialisée en agroforesterie et en agriculture régénérative. Et je m'intéresse en fait à l'ensemble des services que nous rend la nature. Merci Marc. Bonjour, moi je suis James, je suis l'un des coprésidents d'une association qui est basée à Hendaye sur le territoire de la Bidassoa, qui s'appelle Korika Egiten Duen Bashoa, la forêt qui court. Et nous, notre projet, c'est de planter des jardins forêts nourriciers collectifs. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être venus, de ne pas être à la plage. Philippe Parouf, président, et mon associé qui est là, Stéphane Cohen de Biarritz. On a créé Forêt Protect. Aujourd'hui, on est là pour parler de protection. On représente les contrats ORE, obligations réelles environnementales. On va
se positionner juridique aujourd'hui, la défense juridique de la forêt. Et je voulais aussi vous présenter Eflam, qui sera notre facilitateur graphique durant la table ronde. C'est donc un artiste qui va mettre en image toutes les informations que nous allons traiter ensemble aujourd'hui. Isabelle, je te passe la parole pour le quiz. Oui, donc bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. Je vous ai distribué tout à l'heure des petits QR codes. Donc en fait, on va faire un petit quiz pour tester vos connaissances sur les bienfaits de la forêt pour l'environnement, l'homme et la biodiversité. Donc ça va être assez court, hein, il y a 4 questions à peu près. D'abord, ce que je vais vous demander, c'est de scanner le QR code. Donc je vous laisse le temps de le faire. J'ai distribué à peu près un QR code par rang, donc vous faites passer à vos voisins. Bon, d'habitude on fait ça avec un rétroprojecteur. Là, on n'a pas de rétroprojecteur vu qu'on est dans la nature. Donc du coup, je vous donnerai les résultats oralement aux réponses et puis un petit peu le niveau, on va dire, des résultats à chacune des questions pour vous donner une idée de qui a répondu juste, qui a répondu faux, entre guillemets. Donc vous me faites signe si c'est à peu près OK pour tout le monde. De toute façon, on va commencer par une question facile. C'est de savoir où est-ce que vous habitez, d'où vous venez. Donc du coup, là, vous saisissez le nom de votre ville ou village. S'il y a des soucis techniques, vous nous faites signe. Ça arrive, donc déjà, il y en a qui sont rapides, c'est bon. Et s'il y en a qui n'ont pas eu le QR code, n'hésitez pas à le demander. Hein. Alors, on a des personnes qui viennent du sud de la côte, Urugne. On a des gens qui viennent du Sudland, Seignos. On a bien sûr des Bayonnais, des Anglois. On a aussi des gens qui viennent de Labenne, Seignos encore, Mouguerbourg, Soubion. Allez-y, Boucau, Arkang. Je vous laisse encore 2 minutes et puis après on va passer à la question suivante parce qu'on a un timing serré quand même. Vous avez des soucis? Upgrade. Ah d'accord, je vais upgrader. Ah oui mais non, je peux pas. Sinon, pose les questions à l'oral, Isabelle. Hein. Et on fait à main levée. Oui, on va continuer à main levée alors. Qui sont les gens qui viennent, on va dire, du BAB? Ok. Sud, Côte Basque Sud, du coup, sud du BAB. Ouais. Côté, Mouguère, Tarn, Mouguère, Urcuit, Urte, enfin voilà, tout ce côté un peu ouest du BAB. Bon, moi, je vais lever la main. Et Sudland. Ouais. Bon, super. On voit qu'en fait, c'est un événement qui rassemble assez large, donc c'est cool. Du coup, on va passer à la première question. Donc, on va le faire oralement, du coup, parce que sinon, ça va être compliqué si tout le monde ne peut pas répondre. Donc, alors, attendez, moi, j'arrive dessus. La question, c'est est-ce que la place de la forêt dans le... Enfin, comment vous jugez votre niveau de compétence? Donc, on va aller de 1 à 4. Donc, ceux qui pensent qu'ils sont pas très bons, vous mettez 1. Ceux qui sont bons, vous mettez 4. Donc, quel est votre niveau de compétence sur la thématique du jour qui est en fait les bienfaits de la forêt sur notre territoire et sur la santé humaine? Peut-être que vous pouvez lever la main avec les doigts comme ça en faisant 1, 2, 3 ou 4. Ok. Ah, on a 4 devant. On a des experts quand même, ouais. Top. Alors, on va faire des petites questions d'ordre général. Donc, première question, c'est de savoir quelle proportion la forêt représente sur le territoire français. Donc, avez-vous une idée de la proportion de la forêt sur le territoire français? À votre avis, à voix levée? Voilà, on va le faire comme ça parce que... On a 70.
Ouais, c'est ça. En fait, on est à 31% exactement. Deuxième question. Pour vous, un arbre, vous êtes au courant qu'un arbre, ça absorbe du CO2. Ah bon ? Et du coup, quel est le volume de CO2 absorbé par un arbre en une année ? Ouais, bon, un arbre mature. Très bonne réponse. Un vrai arbre. Voilà, comme celui qui est là, par exemple, qui a quelques années. Donnez des idées comme ça. En quelle quantité? En grammes? En kilos, ouais, Kilo, kilos hein. de CO2. 500. Combien? 500? Ouais, vous êtes optimiste. Qui dit autre chose? Non, on est à 22 kilos de CO2. Donc, en gros, en France, il y a à peu près 800 millions d'arbres. Donc, du coup, vous pouvez calculer. Et moi, j'ai fait le calcul. Alors, j'ai perdu mon petit papier parce que je l'ai donné à quelqu'un d'autre pour préparer les ateliers. Mais je crois qu'en fait, avec ce que la France émet par an de CO2, il faudrait qu'on ait 8 milliards d'arbres. Donc, vous voyez que la forêt ne va pas nous sauver, quoi. Donc, mais c'est intéressant de savoir que avec 22 kilos de CO2 par an et 800 millions d'arbres, il y a quand même une partie de notre empreinte carbone qui est absorbée par les forêts. C'est pour ça qu'il faut les préserver. Ensuite, une thématique très proche associée aux forêts, c'est la biodiversité. Est-ce que vous avez une idée dans les forêts françaises du nombre d'espèces, alors oiseaux, insectes et animaux, qu'on va trouver dans les forêts françaises de façon générale? Est-ce que vous avez une idée? Merci. Une idée du nombre... En nombre d'espèces, hein, on est d'accord. Espèces, ouais. Mais espèces, insectes, mammifères et oiseaux. 300. Combien? 300. Un millier? 300 et 300? Qui dit mieux? Alors c'est un petit peu moins, mais c'est quand même intéressant. On est à peu près 190 espèces. Donc c'est quand même une ressource de biodiversité énorme. Et enfin, dernière question. Donc en fait sur les espèces, petite précision, donc 73 espèces de mammifères à peu près et 120 espèces d'oiseaux, pour donner la répartition. Avant-dernière question, il reste 2 questions. Vous savez que la forêt a aussi une incidence sur le cycle de l'eau. Et du coup, est-ce que vous savez quel est le rôle de la forêt dans le cycle de l'eau? Ouais, c'est ça, l'évapotranspiration qui du coup génère ce qu'on appelle l'eau verte. Donc c'est pareil, les forêts sont hyper importantes pour préserver la ressource en eau. Et dernière question, combien de temps d'après vous il faut passer en forêt en moyenne par jour pour obtenir des bénéfices sur le rythme cardiaque, sur la santé en général? 1 heure? 20 minutes. Bah ouais, effectivement, dès 15 minutes, on a déjà des bénéfices sur le rythme cardiaque, la diminution des risques du coup associés à des problèmes cardiaques. Et au bout de 30 minutes, on a des bénéfices sur tout ce qui est santé mentale, anxiété, voilà. Donc effectivement, aller s'aérer en forêt, finalement, ça prend pas longtemps. Et ça a fait pas mal de bien. Donc maintenant, je vais laisser la parole justement aux experts de la forêt. Merci beaucoup Isabelle, je pense qu'on peut tous l'applaudir pour le quiz. Du coup, comme l'a dit Isabelle, la forêt, elle recouvre un tiers du territoire français, 30%, ça fait 17 millions d'hectares à peu près, 17,3 pour être précis. Le média dont je m'occupe est également une maison d'édition. On a édité ce livre-journal qui s'appelle Forêt il y a maintenant 2 ans. Et c'est à travers cette casquette-là que je viens vous parler un petit peu aussi des découvertes scientifiques qui ont été faites sur les forêts. On a donné la parole à de nombreux chercheurs. Il y a un fort attrait autour des forêts qui est plutôt un attrait de base socio-économique. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de déforestation, mais en France, en fait, la forêt a augmenté. Elle a même augmenté de 21% sur les 3 dernières décennies. Et si ça pourrait sembler une bonne nouvelle, c'est en fait symbolique de l'industrialisation de nos forêts.
Donc quand Isabelle disait à juste titre que les forêts, elles abritent 200 et quelques espèces, en fait c'est quand ce sont des forêts diversifiées, donc des forêts qui ne sont pas utilisées pour la sylviculture industrielle. Aujourd'hui, et particulièrement dans le sud des Landes, on a plutôt des plantations d'arbres. On peut voir ces champs d'allumettes qui sont les pins et qui n'ont rien à voir avec l'écosystème qui est censé être une forêt. Il faut savoir aussi qu'en France, la forêt n'est pas le bien commun qu'on pourrait penser, dans le sens où elle appartient à 75% à des propriétaires privés, ce qui peut parfois poser des problématiques d'accès à la forêt. Depuis qu'il y a une loi en Sologne, une loi qui est passée contre à la base l'engrillagement des espaces naturels et qui donne la possibilité à certains propriétaires de fermer l'accès de leur domaine au grand public, aux randonneurs, aux amoureux de la nature et aux naturalistes en herbe. On a le cas notamment en Chartreuse, par exemple, près de Grenoble, où il y a un marquis qui a décidé de réserver son domaine pour la chasse et d'en interdire l'accès aux randonneurs. Et là, on parle quand même de 170 hectares, donc on n'est pas sur des petites parcelles. Isabelle pose aussi une question sur la question du stockage de carbone. Et madame, avec la casquette, vous demandiez à juste titre quel âge, quel type d'arbre et quel âge d'arbre. Et c'est une question qui est cruciale parce qu'en fait, des études scientifiques ont démontré que les vieux arbres, les arbres anciens, ils stockent 2 fois plus de carbone que les jeunes arbres. Donc il faut vraiment avoir en tête que quand on a des effets d'annonce des politiques, de grands plans de reboisement en disant Emmanuel Macron par exemple, c'est génial, on va replanter 1 milliard d'arbres, etc. Dans tous les cas, avant qu'on ait les bénéfices de compensation carbone, parce que c'est tout l'objectif de ces plantations massives, il va se passer énormément de temps et ça ne pourra pas se faire sans réduire avant toute chose nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'en France, les jeunes forêts qui ont moins de 100 ans, c'est 79% de nos forêts. Donc en gros, on n'a plus que 20% de forêts anciennes en France. On n'a plus aucune forêt primaire. Il y a une dernière toute petite poche de forêt primaire en Ardèche qui s'appelle le bois de paille-olive, qui est gardé par un vieil ermite qui habite au sommet d'une montagne. Mais sinon, en Europe, la dernière forêt primaire, elle se trouve en Pologne et elle est soumise souvent à la déforestation pour des histoires de sylviculture industrielle, mais illégale cette fois-ci. Et en plus de tout ça, en plus de la main de l'homme sur les forêts françaises font face à de nombreux défis qui sont le dérèglement climatique, avec notamment une accélération de la mortalité des arbres. Donc maintenant, quand on plante des jeunes arbres, on a beaucoup moins de chances qu'ils survivent en fonction des vagues de sécheresse qui vont avoir lieu. On le voit dans les vergers, mais on le voit aussi dans les forêts. Et une multiplication de crises qui entraîne un ralentissement du puits de carbone des forêts. Par contre, et ça c'est la bonne nouvelle, j'ai arrêté avec les nouvelles déprimantes, les forêts ont aussi des bienfaits et nous sommes là pour en parler aujourd'hui. Donc je vais commencer par donner la parole à James pour savoir, James, à tes yeux, quels sont les bienfaits des forêts? Eh bien, merci. Alors, en ce qui nous concerne, nous, on s'est posé la question au niveau de l'association, quels étaient les bienfaits des jardins-forêts. Et on a parlé pas mal de chiffres, et je vais juste commencer par ça. Ce qui nous interpellait, comme beaucoup de ceux qui sont présents et présentes ici aujourd'hui, c'était de savoir à quoi ça ressemble notre mode de vie dans une société. On va diminuer par 5 nos émissions de CO2, puisque, en gros, dans nos sociétés développées, on a une empreinte carbone annuelle individuelle de 10 gigatonnes de CO2. Et ce qui serait supportable pour notre climat, c'est de passer à 2 gigatonnes de CO2. Donc chacun peut imaginer ce que ça représente, tout ce qu'on a comme activité au quotidien, tout ce qui sont aussi les sources de satisfaction dans notre quotidien. Comment est-ce qu'on continue à être dans une sobriété heureuse quand on diminue par 5 ces émissions de CO2? Donc ça vraiment quelque chose qui nous a beaucoup préoccupé dans l'association. Et donc, on pense que les jardins-forêts, pour nous, les jardins-forêts nourriciers collectifs, ça coche tout un tas de cases, en particulier celle donc, du stockage du carbone, mais surtout celle d'une sobriété heureuse, parce qu'on a un réel plaisir, en réalité, à se retrouver collectivement dans cet environnement. C'est un environnement qui est beau. En fait, ce qu'il y a très bien avec les jardins-forêts, c'est que c'est vraiment... Alors, je pense qu'il y a peut-être une éducation à faire aussi au regard, à ce qui nous entoure, pour le trouver beau, comme n'importe quel
j'allais dire, art. J'allais dire, quand on ne connaît pas la peinture, il faut aussi peut-être une petite éducation. Il y a beaucoup qui passent sans aucune connaissance sur la forêt, on peut effectivement se sentir très bien, mais moi j'ai découvert en particulier les arbres champêtres, et c'est en apprenant à les reconnaître sur le terrain qu'on a au jardin-forêt que j'ai trouvé beaucoup plus de beauté encore à l'environnement qui était autour de moi. Donc les bienfaits des jardins-forêts, pour moi c'est à la fois un impératif, parce que ça doit ressembler à ça, la société de demain supportable pour les uns et pour les autres, pour notre environnement, pour la biodiversité. C'est une société où on consacre du temps de façon collective à son alimentation, à la biodiversité, dans un lieu où on n'a pas l'impression de travailler en fait, parce qu'on est très heureux d'y être. Voilà, donc voilà pour cette première réponse, et je passe la parole à Philippe, tout à fait. La protection maintenant, alors en verbe, ceci, d'accord. Nous, on a beaucoup d'actions, mais on s'est positionné sur la défense juridique. Non, Philippe, là, c'est plutôt pour que tu dises, toi, qu'est-ce qui t'a interpellé d'abord sur les bienfaits des forêts. Ça sera la deuxième partie. C'est parti de l'océan, bien sûr. Un problème à l'océan, on est arrivé aux rivières. Des rivières, on est arrivé sur la forêt. On s'est engagé dans beaucoup d'associations de pêche, dont la PRN qui est au Pays Basque, l'association pour les riverains de la Nil. Donc on était avec des hydrobiologistes, des écologistes à étudier les problèmes. Le plus gros problème, c'était bien sûr les pesticides, mais il y a maintenant une dizaine d'années, des efforts ont été faits, mais malgré ça, le fléau continue. Là, on est sur les stations d'épuration, puisque justement, c'est ce qu'on a retrouvé dans les ouïes des truites, qu'elles étaient grasses et qu'elles mouraient. Et en remontant tous ces problèmes, on est arrivé au principal acteur, c'est l'arbre, le filtre premier qui dirige tout. Donc par essence, j'aime bien le dire comme ça, on s'occupe de l'arbre. Et on pense que du coup, ça va en découler. Voilà. Merci Philippe. Marc Alors, moi je me suis intéressé en fait à ce qu'on appelle la notion de capital naturel. C'est l'ensemble des services écosystémiques que nous apporte la nature. Donc c'est un peu technique, mais c'est tous les aspects environnementaux, donc de régulation, donc au niveau du climat, d'approvisionnement au niveau nourricier. En fait, c'est tous ces aspects-là, mais aussi tous les aspects sociétaux, c'est-à-dire ce que ça nous apporte au niveau santé physique et psychique. Et donc ça, c'est quelque chose donc je me suis beaucoup intéressé. Alors je ne sais pas si après... Tu nous avais aussi parlé de l'aspect culturel et spirituel par rapport aux forêts, je me suis même ici dans le intéressé Pays Basque. sur l'histoire et notre rapport à la nature et aux arbres. Et en fait, j'ai découvert que dans les Pyrénées, on avait de ce qu'on appelle la dendrolatrie. C'est le culte des arbres, et qu'en fait, on avait un dieu être, un fagus, un dieu des 6 arbres, sex arbori. Donc on pense que c'était en fait comme un bosquet sacré qui était un lieu de culte, là où on venait. Et comme on avait un dieu soleil, on avait en fait on était des chasseurs-cueilleurs, et on était voués un peu à ces dieux de la nature. Et l'agriculture, qui a été une forme de domination de la nature, et notre sédentarisation a fait qu'en fait on s'est un peu cloisonné, on s'est voué à d'autres dieux. Et malheureusement, on a un peu perdu cette connexion à la nature. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on avait cette culture animiste dans les Pyrénées. Et au Pays Basque, c'était très fort également. Marie ? Que puis-je dire de plus ? Non, moi, sur le côté vraiment santé, je pense que l'attrait principal de la forêt, c'est justement cette capacité de résilience et grande capacité d'adaptation. Et quand on parle de santé, on en a besoin, c'est toujours retrouver un nouvel équilibre. Et ils sont assez balèzes pour expérimenter cela. Il y a aussi ce côté, je pense aussi, de multifactoriel. On sait que la santé, on n'est pas juste sur un aspect juste mental, physique ou social. Et cet appel aussi à ralentir. On sait, quand on arrive dans une forêt, il y a un côté émerveillement. On peut retrouver peut-être cette âme d'enfant. On est dans une société qui va très vite, qui est à 2000 à l'heure. Et je pense que rentrer dans une forêt, il y a aussi ce côté d'émerveillement et d'appel à ralentir. Et nos sociétés en ont grandement besoin. Donc pour tous ces aspects-là, je pense qu'il y a à aller creuser sur tous les aspects favorables sur l'aspect de prévention et de promotion de santé. Complètement. Il faut aussi savoir que quand on parle de l'impact, le lien de l'humain à la forêt, donc Marc en parlait un petit peu avec notre connexion spirituelle et culturelle à la forêt,
nous, finalement, ça fait peu de temps qu'on vit hors des forêts, qu'on vit en lisière des forêts, mais de tout temps, la forêt a été nourricière, comme le disait James. C'est pas pour s'amuser au départ qu'on a fait de la farine de châtaigne, c'était vraiment pour manger, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé d'éplucher des bogues, mais c'est très long et très douloureux, et vraiment, les courgettes sont meilleures. Mais blague à part, on a aussi perdu cette connexion à la forêt et aux arbres, parce qu'on est sorti d'eux en fait, on est sorti de notre vécu avec eux, de notre lien avec eux. Marie, tu parlais des effets de la santé sur les arbres. Il faut savoir que c'est au Japon le professeur Yoshifumo Miyazaki qui a mis ça au jour. Les sujets, donc les individus, les humains qui passaient 40 minutes en forêt le matin et l'après-midi, avaient une meilleure tension artérielle, dormaient mieux, de meilleures facultés de concentration et étaient globalement moins fatigués. Donc on a vraiment un lien tout de suite direct quand on se reconnecte à cet environnement-là. Et petit mot, avant même ces études-là, 1980, on avait aussi pour traiter la tuberculose, les meilleurs sanatoriums étaient déjà entourés d'arbres. On appelait ça les cures sylvathérapiques. Donc c'est assez nouveau nous dans nos cultures et via le Japon, on a quand même aussi un rapport à la forêt, moins au Pays Basque, en Bretagne, où on aime beaucoup les druides, les fées, etc. Mais souvent quand on parle de forêt, on pense au petit chaperon rouge, on va se faire bouffer par le loup, on va être abandonné par le petit pousset. En tout cas, dans une culture un peu plus globale, les forêts font peur, et je reviens aussi sur ce côté d'éducation, de promotion, c'est se reconnecter avec vraiment les bienfaits et tous l'émerveillement qu'elle nous procure. Mais c'est pas nouveau, ces bienfaits, et les Romains et les Scandinaves, on en avait déjà bien conscience du bienfait qu'on en avait de se balader dans nos belles forêts. Et aussi, ce qui nous fait du bien, c'est, le disait Philippe, le cycle de l'eau. On pense souvent aux forêts et aux arbres en particulier comme des machines à produire de l'oxygène. Je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça. Alors qu'en fait, ils remplissent énormément d'autres fonctions écosystémiques, certaines qu'on maîtrise encore mal. Isabelle nous a parlé du phénomène d'évapotranspiration. Il faut savoir que, par exemple, la forêt amazonienne, là, elle est au bord d'un point de bascule où elle ne serait bientôt plus en mesure de produire sa propre pluie. Donc c'est cette pluie verte, cette eau verte que décrivait Isabelle, qui est indispensable à l'écosystème dans sa globalité. Et on sait à quel point la forêt amazonienne est importante pour nous protéger, mais c'est aussi le cas en France en fait. Dès qu'on coupe des arbres, on vient perturber le cycle de l'eau. Et du coup, Philippe, je te redonne la parole pour savoir un petit peu ce que vous avez mis en place d'un point de vue juridique pour protéger et sauvegarder ces forêts. En fait, la première idée de protection avec Stéphane, c'était d'acquérir des forêts à plusieurs. C'est une idée qui paraît au départ simple. Au final, on se confronte à la vie moderne où chacun veut plus celle avec le grand chêne que l'autre qui a le beau ruisseau. Donc, c'était pas faisable. Donc, on a abandonné ce projet. Un ami président de la LPO nous a conseillé de nous tourner vers l'ORE, l'obligation réelle environnementale. C'est la loi de la biodiversité de 2015 et 2016 qui avait été fait par le grand avocat Gilles Martin, qui est un génie, qui lui-même, si vous écoutez un petit peu ses interventions sur YouTube, a été étonné que ça a été sélectionné, parce que c'était un vieux projet qui était dans un tiroir et qui un jour est ressorti. Il n'a pas été fait dans sa totalité comme il avait écrit, puisqu'il y avait même des exonérations fiscales. Enfin, il avait établi un projet très intéressant. Il y a 2 pays dans le monde qui le font. Et donc, ils ont fait l'ORE, l'obligation réelle environnementale. L'obligation, on comprend. La réalité, j'ai passé 4 ans, puisque j'ai bossé le sujet pendant 4 ans. On est référent aujourd'hui pour beaucoup d'études notariales et d'avocats pour l'ORE. Et en fait, l'obligation réelle, on se demandait pourquoi appeler une loi réelle, puisque c'est une loi. En fait, la réalité, en termes juridiques, on l'a appris il n'y a pas longtemps, c'est juste le terrain, le sol, c'est la réalité. Donc, il n'y a pas cette notion de réalité et de loi. Donc, l'ORE, l'obligation réelle environnementale, c'est un contrat privé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ils ont fait un contrat privé, chapeauté par l'État. L'État n'a rien à y voir, parce que vous vous retrouvez chez le notaire. L'État, c'est le notaire. Vous écrivez ce que vous voulez, vous mettez en place les conditions que vous voulez. Vous pouvez même indiquer que vous ne marcherez pas pieds nus sur votre herbe. On a signé énormément de contrats d'obligation réelle environnementale. Vous choisissez la portée, le temps, et ça va chez le notaire. On a creusé un peu sur cette ORE qui paraît un peu idyllique. Au final, quand vous lisez le rapport sur la biodiversité de 2016, donc le deuxième, il est bien stipulé en ligne 2 que c'est un outil de compensation.
Et là, on a compris en fait pourquoi ils avaient créé l'ORE. C'est qu'en fait, c'est réellement pour compenser. Ce qui ne s'attendait pas, c'est que dans la structure même juridique des possibles d'implantation d'ORE, vous avez des associations environnementales, vous avez les organismes d'État, donc qui se sont auto-octroyés le droit de protéger chez des particuliers, et je ne sais pas pourquoi, ils ont inclus, et ça vous ne le verrez jamais dans aucune émission qui parle de l'ORE, les contractants, les personnes morales. Les personnes morales, c'est vous, c'est nous. Donc du coup, l'idée juridique, c'était de créer une société privée. On est la seule en Europe à faire des co-contractances pour les particuliers, puisqu'on ne peut pas faire d'ORE sur le domaine public. L'État ne peut pas se décharger, puisque c'est un bien national, et il ne peut pas localement bloquer un fonds, donc ils ne peuvent pas le faire. Donc l'ORE, en fait, c'était un petit peu une porte qui nous a été, ou une clé cachée sous le tiroir. On s'en est saisi, et ça marche. Donc au début, pour lancer l'ORE, c'est très compliqué, puisque les gens, imaginez, vous êtes propriétaire, tout ce qu'on dit là, c'est beau, mais quand c'est à vous les arbres et à vous la propriété, l'abandonner, c'est compliqué. On a vu, je ne sais pas, peut-être 90% des ORE s'arrêter devant chez le notaire, quoi. Puisqu'au dernier moment, c'est toujours ce problème de la propriété. Donc on a acheté des forêts, on les a divisées, on les a grévées d'ORE et on les a revendus grévées d'ORE. Tous les bénéfices, nous sommes complètement altruistes, vous pouvez vérifier sur les statuts des sociétés, c'est aussi simple et clair qu'une association, si ce n'est que c'est privé. Vous allez me dire quel est l'intérêt? L'intérêt premier, c'est d'être différent, c'est un angle de vue différent, un outil différent. Aujourd'hui, pour ne citer que ça, on a été convoqué à la DRT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plus grosse usine de pétrochimie qui est tenue par les Suisses. Et donc, arrivé là-bas, on a servi de lien, puisque le groupe Canopé, que vous connaissez, c'est sûr, est en guerre avec eux, et c'est super ce qu'ils font, mais ils ont cassé des fusibles et des ponts où Forêt Protect excelle, puisqu'on parle le même langage que l'autre société. Donc du coup, cet outil-là de société, il est vraiment très très important. Ce qu'on veut, nous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour communiquer, pour que les gens fassent aussi des sociétés. Si vous voulez Forêt Protect, on vous la donne. Donc voilà, on veut vraiment donner l'exemple. J'en ai un là qui est sympa, par contre en titre privé. On a sur BNS Marraine une personne extraordinaire qui a eu des problèmes avec des attaques de voisins d'un côté et de communes de l'autre. Et elle a voulu protéger ses arbres au cas où. Donc, cette personne a protégé les deux côtés. Elle a été visionnaire, puisque l'année d'après, effectivement, elle a été attaquée. Donc elle a abandonné sa propriété, et je le remercie, et Dieu aussi, c'est sûr, elle a bien fait. Et dernier coup de théâtre, on a protégé toute sa propriété. Donc elle a abandonné, moi je ne l'aurais pas fait, elle a abandonné 4000 m² en plein BNS Marraine. Voilà. L'ORE, vous pouvez signer un ORE, un arbre, un seul arbre, sur 3 ans, pour essayer. C'est acide reconductible. Vous pouvez protéger 2 arbres. Vous pouvez protéger un alignement d'arbres. En fait, la protection de biodiversité, elle n'est pas assignée qu'aux vivants. Et les grandes industries des protections ont tendance à protéger à l'hectare. Quand on parle de carbone, c'est souvent un effet contraire. On vous dirige vers des mesures qui ne sont pas bonnes. On vous enlève de la vraie mesure. L'abandon de la propriété, les bienfaits que ça va porter, tout ça, ça ne figure nulle part. D'où l'importance de faire les éléments de biodiversité. Là, ce qu'on maintenant on va tenter de faire, c'est de protéger un ruisseau en ORE. Donc ça va être une grande première. On en fait un peu tous les mois des grandes premières, Stéphane. On a même fait la vente d'ORE, donc la revente, la personne qui avait une ORE qui a revendu son bien. L'ORE ne subit pas la revente, c'est-à-dire que c'est grévé à vie, le temps du contrat, bien sûr. Le maximum, c'est 99 ans. Voilà. Je pourrais vous en parler toute la nuit, tellement ce sujet est passionnant et vous la livrez comme ça. Mais vous, citoyens, puisqu'on lance justement cette éco-unité citoyenne, replace en tout cas l'arbre vraiment au centre du village, devant l'église et devant tout le monde. Parce que les arbres vous appartiennent, puisqu'on est propriétaire de presque 80% de la forêt en France. Donc on a un moyen là qui est dans nos mains, et si un jour ça vous intéresse, je vous parlerai un petit peu du côté financier de ces compensations. Voilà. Il faut savoir que la biodiversité va être cotée en bourse d'ici 4 ans, et que les entreprises n'auront plus le fait de payer pour produire. Quand on dit produire, c'est nous, c'est vos lunettes, vos casquettes,
tout ce qui fait nos voitures. Donc le frein, quand je parle côté Hambourg, c'est que si vous ne compensez pas, si vous n'agissez pas, l'entreprise, elle ne pourra plus produire. C'est plus une question d'argent. Donc ils vont aller taper dans vos fonds à vous, quoi. Voilà. Vous êtes riches. Alors, j'en profite pour préciser qu'il y aura aussi des ateliers participatifs avec chacun des intervenants à la fin de la table ronde d'une demi-heure. Donc, si vous avez des questions très détaillées et supplémentaires, vous pourrez les poser à Philippe sur l'ORE. James, est-ce que tu peux nous présenter les projets que la Forêt qui court a mis en place? Alors, on est une toute jeune association, hein. On s'est constitué en novembre 2023 et on a commencé à travailler sur un terrain privé à Hendaye et aujourd'hui, on a obtenu un budget participatif à Urugne. On va commencer, je pense, à la rentrée de septembre. Après, peut-être parler un peu du principe du jardin-forêt, parce on a parlé de biodiversité, pour expliquer que, en fait, c'est des systèmes qui existent encore dans le monde, hein. Nous, on a abandonné effectivement ce lien qu'on avait, que nos ancêtres avaient avec leur environnement, avec toute la valorisation qu'ils avaient de la forêt qui les environnait. Le principe du jardin-forêt, bon, c'est un peu comme une forêt, un jeune boisement, si vous voulez, parce que l'important, c'est qu'il y ait de la lumière qui rentre un peu partout. Et on va travailler sur différentes strates de végétation, qui peuvent être bien sûr des végétations comestibles, puisque c'est une forêt nourricière. Encore une fois, comme dans bien d'autres, il y a plein de peuples qui vivent encore de cette étroite relation avec les forêts, et qui font un peu de maraîchage, mais l'essentiel, c'est des végétations pérennes, hein, avec lesquelles ils vivent. Ça peut être tout autour de l'équateur, les Antilles aussi, c'est comme ça. Donc, et le grand avantage, c'est qu'on ne cible pas les variétés comestibles en oubliant tout le système qui est autour, toute la biodiversité, toute cette vie, qui en fait, on parlait tout à l'heure de ces services écosystémiques, qui vont faire que nous, on va pouvoir s'alimenter. Et c'est ce qu'il y a de beau aussi, c'est cette grande diversité. On a donc nos arbres cibles, ou notre végétation cible, qui va permettre qu'on exploite, qu'on plante, qu'on taille pour en sortir quelque chose de nourrissant. Mais on a toute cette végétation qui sont les AFI, les arbres architecturaux, fertilisants et ingénieurs, qui vont être des supports de notre système jardin-forêt. On les appelle aussi les arbres sacrificiels, au sens où en fait on les garde vivants, mais on va les trogner. Les trognes, pour ceux qui connaissent, il y en a encore partout, encore j'espère pour beaucoup de siècles, c'est-à-dire ces arbres qu'on maintient en vie, qui sont des chênes, des frênes, des érables, des acacias, mais dont on réduit la taille et la pousse, soit pour en tirer du bois d'œuvre, soit pour en tirer du bois de chaux, soit pour tirer du fourrage pour les animaux, de l'osier quand il s'agit de saules pour faire des paniers, des choses comme ça. Donc en fait, ce sont des techniques qui ont toujours existé. Et la préoccupation de l'association, c'était aussi de redécouvrir des gestes, des connaissances et des techniques autour de cette étroite relation avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on vit, on s'alimente sur le jardin-forêt, mais on donne énormément de soins à cet environnement pour la biodiversité, pour le garder en vie et apporter de la diversité. Voilà, donc 2 projets qui sont à l'état, j'allais dire, pas embryonnaire, mais c'est plutôt une intention qu'on a. On travaille beaucoup sur la vie du collectif, puisque, vous le savez, les arbres, avant que ça commence à donner des fruits, il faut quand même attendre quelques années. Donc, notre préoccupation, c'est avant tout de mettre en place tout un tas de réflexions, de travail collectif pour surtout qu'on dure le temps que ces jardins soient effectifs. Après, il y a plein d'autres exemples qui existent, hein. Moi, j'ai eu la chance de suivre une formation à la Forêt Gourmande en Bourgogne, qui est sur le territoire français, en tout cas, un des ceux qui a le plus travaillé ce sujet. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant sur 2 hectares, avec très peu de moyens financiers, hein, ce qu'on est capable de faire. Et puis, alors lui, il a une vision plutôt d'avoir une grande diversité, une palette végétale et nourricière qui s'inspire de tout ce qui peut être cultivé dans le monde, à savoir que la FAO, elle a recensé 6000 espèces comestibles dans le monde, alors que nous, notre panier alimentaire, il est basé sur 40-50 espèces au grand maximum. Et avec ça, va tout un tas de plantes qui peuvent être médicinales, aromatiques. Il y a des tas de choses encore qui sont à découvrir. Donc voilà, c'est en tout cas
des projets qu'on porte et on espère que, on s'appelle la forêt qui court parce qu'on espère que ça va essaimer et construire un certain nombre de jardins, accompagner des collectifs, et pour comme ça se mettre en relation, en écosystème étroit avec les uns et les autres. Voilà. Super, merci James. Marc, est-ce que tu peux nous parler de ton approche et de ce que tu développes avec Arbizana? Moi j'ai découvert en fait l'approche d'un botaniste japonais, Akira Miyawaki. En fait, c'est comme ça que je suis un peu tombé dans ce que je développe aujourd'hui. En fait, il a découvert dans les années 70 que les arbres qui se comportaient le mieux au Japon, c'était les arbres qui étaient proches des temples. Et comme on n'a pas le droit de couper les arbres autour des temples, il s'est dit que c'était certainement des arbres qui provenaient des forêts primaires. De là, il est parti faire des études en Allemagne et il a découvert le PNV, donc c'est le potentiel naturel de végétalisation, c'est-à-dire ce que serait la végétation si l'homme n'était pas intervenu. Et de là, il a développé une méthode, alors qui est du génie écologique, en fait, de recréer les conditions favorables à ce qu'étaient nos forêts primaires. Et en fait, sur des tout petits espaces, donc sur 300 mètres carrés, il plante plus de 900 arbres, donc c'est 3 arbres au mètre carré. En fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'au lieu de faire un trou et planter un arbre, on va dire qu'il fait un trou l'équivalent d'une piscine olympique et il plante une communauté végétale. En fait, il recrée une forêt multistrate, parce que 3 arbres, c'est pas 3 chênes au mètre carré, c'est en fait... il travaille sur vraiment le fait multistrate de la forêt, et donc il va... alors, il y a tout un travail au niveau du sol aussi pour régénérer le sol, en fait, parce qu'aujourd'hui c'est une méthode qui s'est beaucoup développée en Asie et qui aujourd'hui se retrouve dans le monde entier, et en fait donc sur des terres très appauvries, il peut creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur, mélanger cette terre avec différents amendements, donc un matériau qui va être ce qu'il appelle perforateurs, qui vont permettre aux racines de perforer la terre, un matériau plus qui va nourrir la terre, donc de compost, et un matériau plus rétenteur d'eau qui va permettre de retenir l'eau. Alors, je me suis passionné sur ça parce qu'en fait, les chiffres c'était un peu, à l'époque, quand c'est sorti en France, très marketing. Il y avait une croissance 10 fois plus rapide, 100 fois plus de biodiversité, une captation carbone 30 fois plus importante. Ça paraissait un peu révolutionnaire, mais il y avait très peu d'études scientifiques. Donc, je me suis intéressé à ça, et en fait, pour moi, ce qui me paraissait le plus intéressant, c'est arrivé en 2017, je crois, aux Pays-Bas, et ils faisaient ces micro-forêts urbaines en forme d'agora de verdure, que ça devient des salles extérieures pour les écoles, pour développer tout cet enseignement du vivant. Et en fait, pour moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est l'éducation. Je pense qu'on y arrivera surtout par là. Et donc, je trouvais très intéressant de pouvoir revégétaliser les écoles. En fait, c'est tout le concept des forest schools, c'est d'amener les enfants en forêt, mais là, c'était l'idée de ramener la forêt jusqu'à eux, en fait, de recréer un mini écosystème dense et diversifié, là où ils pourront enseigner à l'extérieur. Et alors, voilà ce qui m'a motivé à reprendre mes études, parce que du coup j'avais fait un diplôme universitaire transition agroécologique paysanne, j'ai fait une formation en permaculture, et j'ai découvert d'autres méthodes, parce que la méthode Miyawaki est très intéressante, mais en fait il y en a beaucoup d'autres. On en parlait un peu rapidement, mais c'est un Sri Lankais qui a développé aussi une méthode qui s'appelle la foresterie analogue, qui est en fait, c'est en analogie à la nature. En fait, c'est aujourd'hui, alors c'est des termes un peu complexes, mais c'est ce qu'on appelle le biomimétisme des écosystèmes. C'est en fait s'inspirer des écosystèmes pour développer une approche qui va être écosystémique, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé de simplifier au maximum, c'est ce que tu disais tout à l'heure au niveau des forêts, un peu ce qu'on a fait en agriculture, de faire des champs de légumes, mais on a fait des champs d'arbres. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'aller à l'inverse et d'essayer de comprendre cette complexité et de se dire comment on fait pour recréer cette complexité, parce que on a beaucoup, que ce soit en agriculture et en sylviculture, travaillé sur la méthode un peu de compétition, alors qu'en fait, dans la nature, il y a beaucoup plus de coopération que de compétition. Et quand on a compris ça, en fait, c'est très intéressant d'essayer de comprendre quelles sont ces interconnexions qui sont très complexes. Et donc, ce Sri Lankais qui, lui, dit, oui, il faut qu'on travaille sur cette idée de reproduire, en fait, ces écosystèmes très complexes.
Mais en fait, il dit qu'il faut qu'il y ait aussi une vocation pour les populations autour. Donc, c'est lui qui a travaillé beaucoup sur les forêts nourricières, mais aussi c'est de dire que ces forêts elles peuvent être aussi thérapeutiques, médicinales, elles peuvent être récréatives, elles peuvent être multifonctionnelles. Et c'est ça que je trouve très intéressant aussi, c'est d'essayer d'avoir une approche un peu plus globale et donc d'essayer de ne pas réfléchir que, alors c'est un peu le raisonnement que l'on a beaucoup aujourd'hui, mais c'est ce que l'on a inventé par rapport à cette problématique de changement climatique, c'est cette approche autour du carbone. Mais en fait, on a une crise qui est systémique et donc le raisonnement, il doit être plus complexe que ça et on doit en fait prendre en compte la biodiversité, on doit prendre en compte le cycle de l'eau, on doit prendre en compte la régénération du sol et aussi tous les aspects sociétaux et sociaux parce que en fait, voilà, la nature est capable de nous apporter aussi énormément par rapport à ça. Merci beaucoup. Et ça fait une super transition pour Marie. Quels sont les projets pédagogiques et médicinaux que vous avez mis en place avec le collectif Permaps? C'est dur de parler après tout ça. Nous, en gros, on met un peu en action, on est convaincus qu'il n'y aura pas de transition écologique sans une transformation intérieure. Donc on est sur des actions concrètes auprès des petits et des grands. Je vais peut-être prendre un exemple concret de nos actions. On accompagne là par exemple sur 3 ans un collège à Saint-Martin-de-Seignan sur la revégétalisation de son collège et comprendre que justement que cette santé c'est un tout. Donc il n'y aura pas, voilà, on parle de santé mentale, environnementale et physique et que tout est intimement lié. Pour ce faire, on a été planter 700 arbres sur une ferme, c'était 7 hectares de champs de maïs qui ont été transformés en un havre de biodiversité incroyable. C'est un projet permaculturel et le but c'est aussi de donner des outils pour lutter contre l'éco-anxiété parce qu'on nous donne beaucoup d'informations et c'est bien mais c'est concrètement sur le terrain qu'est-ce qu'on fait, comment on devient un peu auteur et acteur de tout ça. Donc on est convaincu aussi qu'on est capable de protéger ce qu'on connaît. Donc ça a apporté aussi des outils un petit peu de savoir et en mettant un peu la main à la pâte. Donc on accompagne ces jeunes, on les a sensibilisés donc à la permaculture, on les a accompagnés sur cette plantation d'arbres et le but c'est après qu'eux créent leur collège de demain. Qu'est-ce que c'est être en bonne santé? Est-ce que c'est juste on part sur de l'environnement physique et avoir des arbres, mais si on n'est pas capable de les soigner, comprendre de tous les services qu'ils nous rendent, on ne sera pas capable de les protéger. Donc il y a un vrai aspect de pédagogie et d'éducation via Permaps à ce niveau-là. Et la même chose pour les adultes. Alors nous on ne parle pas de bain de forêt ou de cyclothérapie, on est juste sur des balades peut-être immersives, c'est de se reconnecter à nos sens et on est aussi convaincu qu'il faut vraiment se reconnecter à sa nature pour se reconnecter à la nature. On n'arrive pas à dissocier, on travaille beaucoup en silo, nous dans notre état où la santé c'est juste soigner par exemple la maladie, on ne parle pas de la prévention, c'est comment on arrive d'être sur un système vraiment global et pas être sur un pan plutôt qu'un autre. Donc à chaque fois on essaye justement, et l'outil de la forêt et de la nature est juste un élément incroyable, il n'y a rien qu'à aller plonger dans une forêt pour se sentir déjà bien. Et derrière, on est quand même une asso scientifique, donc on remet aussi, on va vulgariser un petit peu. Le livre forêt est génial pour ça. Même les enfants peuvent très bien le lire et le comprendre. C'est justement redonner aussi l'aspect scientifique. Il y a plein de choses qui ne sont pas mesurables. C'est clair quand on rentre dans une forêt parce qu'il y a cet émerveillement, etc. Mais sur l'aspect physique, physiologique, les phytoncides, les terpènes, comprendre comment ils fonctionnent pour abaisser notre niveau de cortisol, pour développer notre système immunitaire, c'est important de remettre aussi du savoir si on veut devenir aussi un petit peu acteur. Donc c'est les projets que propose l'asso et en vrai la nature c'est comprendre qu'on fait partie d'un tout et arrêter de dissocier. Donc vraiment je rejoins sur le côté éducation, pédagogie, c'est une arme extrêmement puissante pour justement protéger ce qui nous entoure et prendre sa santé à bras le corps. Merci beaucoup Marie. Est-ce que vous avez des questions à tout hasard avant que je lance les ateliers participatifs? Non, tout va bien? Incroyable. Ça veut dire que vous avez tout compris. Alors, moi j'aimerais conclure cette table ronde en mettant l'emphase sur 2 aspects. Ah, pardon, monsieur, vous avez une question, je vous avais pas vu, dites-moi. La notion de donner un statut juridique à une forêt, comme ça a pu être tenté sur la loi, sur le fleuve. Est-ce qu'il y a des pistes là-dessus ou pas? De donner une personnalité à une forêt comme les droits de la nature sont en train de le faire pour le fleuve en Nouvelle-Zélande ou en Corse? Tout à fait. Est-ce que Philippe, tu veux répondre là-dessus? En fait, ce que ça sous-entend, et vous avez raison, c'est qu'on ne pourra attaquer qu'en écocide que si c'est reconnu juridiquement. C'est ça la question.
Donc, réponse non. Mais à titre privé, si vous installez, je vais trancher, vous installez une ORE sur un endroit, elle peut arriver à sauter par des enjeux politiques. On pourrait citer une autoroute de biens communs ou un hôpital. Pas besoin, en fait. C'est bon. Par contre, si vous actionnez des leviers qui sont plus forts, j'en ai un qui va vous plaire, je pense à tous, c'est la reconnaissance d'œuvres d'art. Il faut savoir que les œuvres d'art à l'international, dans l'échelle des lois, elles priment sur toutes les lois françaises. Donc si je déclare un arbre comme une œuvre d'art, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place à Urquit, sur une parcelle, l'idée, alors il y a Alan Todd qui lui fait des vraies œuvres d'art, il a planté le visage de Gainsbourg, mais c'est à tomber par terre, et en fait, quand ça va monter en essence, c'est Marilyn Monroe qui aura vu d'en haut. Donc là, c'est une vraie œuvre d'art. Nous, on s'est positionné plus, pas feignant, mais on fait avec nos budgets. On a estimé que préserver 1 hectare avec la pression foncière qu'il y a là, et de pouvoir le voir, c'est déjà de l'art. Ok ? Donc on va jouer là-dessus. On a les bénéfices de Forêt Protect, on a une armée d'avocats qui vont et viennent, parce qu'effectivement, ça ne paye pas assez. Ils sont passionnés au début, mais ils nous abandonnent au bout d'un moment. Mais bon, donc on peut le faire en actionnant des leviers, comme la reconnaissance de l'art. Mais la plus évidente, c'est les compensations. C'est-à-dire que si vous avez un élément de biodiversité protégé avec des contrats, la loi vous a donné l'occasion de le faire, vous signez un contrat sur 100 ans, je vous donnerai 1 euro par an ou 1000 euros par an, on le conviendrait. Dans ce cas-là, on pourra enlever l'ORE mais pas les contrats. Donc imaginez, là on vient de chiffrer donc la valeur financière d'un chêne-liège en Hossegor pour 350 000 euros. Parce que l'écotone de ce chêne-liège, vous connaissez l'écotone ? Il y a 2 éléments séparés, il y en a un au milieu, un lapin c'est 25 et 50 mètres. Si on lui enlève l'écotone, il ne pourra pas aller dans l'autre élément. Un écotone, c'est un corridor de biodiversité. Ouais, pardon. Excusez-moi. Donc, dans la notion, souvent on nous a ramené au carbone, ce qui est une hérésie. Parce que la personne à Hossegor, pour protéger son arbre, elle va l'abandonner. Et son foncier, c'est 50 mètres carrés, qu'il abandonne, sa valeur pour ses enfants. Il ne pourra plus faire de garage, pas faire de piscine. Et en plus, il va falloir qu'il ramasse les feuilles tous les ans. Et tout ça, quand on le chiffre, ça vous fait tourner la tête, mais c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, quand il y a une forêt à couper, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que leur fils a besoin d'une opération très importante, eh ben, ils vont aller voir un scieur et ils vont vendre le bois. Si nous, on a les outils et la finance de dire on vous le rachète, on vous donne l'argent pour ne pas couper, mais vous protégez sur 100 ans, du coup, je vous rejoins, on peut arriver, on a des leviers pour actionner. Voilà. Et l'écocide, c'est une autre histoire. Ça, c'est grave. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? Très bien. Je vais conclure en vous donnant une petite graine de réflexion que j'ai découvert en faisant une enquête sur le recensement des dernières découvertes et des études scientifiques sur le fonctionnement des arbres. La première, c'est que Marie nous a beaucoup parlé du bienfait que nous procurent les forêts et les arbres. Il faut savoir qu'en fait, ils nous procurent du bienfait en communiquant entre eux. C'est-à-dire qu'ils émettent des phytoncides, qui sont des composés volatiles organiques, qui leur permettent d'échanger des informations. Et c'est parce qu'ils se parlent, d'une certaine mesure, que nous, ces phytoncides, ont des effets bénéfices sur notre organisme. Donc c'est là où on voit vraiment la complexité et la richesse que peuvent apporter des forêts, des sujets qui sont des arbres. Et quand on a l'impression qu'un arbre est seul au milieu d'un champ, c'est pas vrai, parce qu'un arbre est toujours en relation avec le reste de vivant qui l'entoure, notamment par le système mycorhizien, qui est le système des champignons blancs qui permettent à la fois d'échanger des nutriments, mais aussi des messages d'un arbre à un autre, etc., d'une partie de la forêt à une autre. On estime que dans une seule petite cuillère à café d'humus de forêt, il y a des kilomètres et des kilomètres en fait de cet écosystème mycorhizien. Donc c'est vraiment fascinant, je trouve. On a aussi découvert que les arbres ont le sens de la proprioception. C'est pour ça que des fois, quand vous voyez un arbre tomber au sol, les rejets, instinctivement, ils vont savoir où aller, tout droit vers le ciel.
et ils vont pas continuer à pousser de la même façon que l'arbre était tombé au sol. Donc c'est assez fou en fait. On pense aussi qu'ils peuvent stocker d'une certaine façon des informations, et donc là les prochaines recherches se focalisent sur la mémoire des arbres et comment ça fonctionne. Et enfin, je voulais vous apprendre que le mot Shirin-yoku, donc les bains de forêt japonais, a été inventé en 1982. Seulement 2 ans après, le terme de technostress a lui aussi fait son apparition aux États-Unis. Pour Yoshifumi Miyazaki, cette succession d'événements n'est pas anodine. C'est le déploiement d'une société artificielle et de plus en plus stressante qui explique le regain d'intérêt pour une reconnexion à la forêt. Et maintenant, je vais lancer les ateliers participatifs. Merci tout le monde.